mercredi 7 août. Bonsoir, bienvenue dans le journal de TNTV à la une de l'actualité. La rentrée des élèves, c'est dans quelques jours seulement. De nouveaux rythmes scolaires seront appliqués, bouleversant le quotidien des parents et du personnel éducatif. Les communes aussi devront s'adapter, non sans difficulté. Les épreuves de surf des JO en Polynésie, c'est fini. Quel bilan peut-on tirer de cet événement organisé au Fénois et de quoi se souviendra-t-on? Réponse dans quelques instants avec la responsable du site de Tahiti pour le comité d'organisation des Jeux Olympiques 2024, Barbara Martins-Nio est l'invitée de la rédaction. Puis nous vous proposerons le portrait d'un Tahitien spécialiste de la rénovation esthétique de véhicules. Théanoui Goubré vient de participer à une expérience unique, la restauration d'un avion présidentiel américain, l'Air Force One de 1959. Plus que quelques jours avant la rentrée, cette reprise sera marquée par de nouveaux rythmes scolaires dans le premier degré, des changements pour les élèves, les parents, mais aussi les communes. À Tapu-Tapu-Atea, comme dans d'autres communes, le défi est grand, mais pas impossible. Reportage de Jessica Doucet. Le mercredi, le jeudi et le vendredi, qui terminent à midi. Il n'y a plus d'école après. Ce matin encore, Thomas Moutam a rassemblé ses équipes de la cuisine centrale communale. Objectif, mettre en place la meilleure stratégie pour distribuer les 420 repas aux élèves de Tapu-Tapu-Atea. Car ici, 2 rythmes scolaires ont été retenus par les 4 écoles de la commune. D'un côté, le système 8h-13h avec 5 matinées et 3 après-midi travaillés. Et de l'autre, le système 8h-15h avec 5 matinées et 2 après-midi travaillés. Au niveau de la cuisine, il n'y a pas de problème. Donc, il faut qu'on voit le programme sur le planning, à quel moment donc, ils vont terminer. On a vu un peu avec les enseignants pour Opo et pour Hine, parce qu'ils terminent à 13h. La commune offre un repas. La commune ne peut pas ramener les enfants à la maison avec le ventre vide. Donc, nous sommes obligés de donner un repas pour les enfants. Ce n'est pas une obligation, mais c'est la décision du conseil municipal de fournir un repas. Idem pour le transport scolaire assuré là aussi par la commune. Après maintes travaux de réflexion, un plan de ramassage a été adopté, mais pas sans conséquences sur le budget. Nous sommes obligés de réorganiser le transport parce qu'au point termine plus tôt par rapport sur Aveda. Sur Aveda, nous allons doubler le transport. Nous sommes obligés de ramener les enfants d'abord de l'école primaire avant d'aller chercher les collèges. Avant, dès qu'on termine les primaires, on ramasse en même temps avec le collège, ce qui fait qu'on va doubler. C'est vrai, il y a un surcoût et je voudrais remercier Fatel Help dans ce que nous avons sollicité la différence de ce surcoût pour qu'on puisse combler cette déficit. Consciente des inconvénients courant ces changements sur la réorganisation du planning des parents, la commune organisera des ateliers pour occuper les enfants après les cours. Alors nous allons mettre à la disposition des écoles de Tapu-Tapu-Atea, Aveda, Faro, Opo et Pouhine, 2-3 personnels justement pour accompagner ce laps de temps et nous allons plutôt tourner vers tout ce qui est culturel. Notre objectif, c'est que pour l'année prochaine, il y aura le Hiba des écoles comme nous avons fait cette année. Ce dispositif sera testé durant les 2 premières semaines après la rentrée des classes. Il sera ensuite modifié et ajusté en cas de nécessité. Et à 6 jours de la rentrée scolaire, menace de grève dans la société de restauration New Rest Polynésie. Samedi dernier, l'intersyndicale composée d'Otei, Ooeto Oerima, la CSIP et la CSTPFO a déposé un préavis de grève. Principale revendication des salariés, la hausse de leur pouvoir d'achat. Retrouvez un article détaillé sur notre site tntvnews.pf. On enchaîne avec notre page spéciale JO 2024. Si les épreuves de surf à terre haut se terminent avec une médaille d'or pour un enfant du Fénois et avec une ferveur populaire sans précédent, l'organisation des Jeux à Tahiti n'aura pas été un long fleuve tranquille. Souvenez-vous, la polémique de la tour des juges avait même semé le doute sur la tenue des Jeux à Tahiti. Brève rétrospective avec Esther Cuneo. De l'or qui fait vibrer toute la Polynésie derrière Kaolivast, qui brille bien au-delà de nos frontières. Beaucoup sont contre cette construction. Voilà. C'est pas la terre des jeux ici, c'est la terre des dieux. Choisi en 2020, le site de Teahupo se retrouve pendant de longs mois au cœur de tensions entre le gouvernement, les organisateurs des JO et des riverains.
La construction d'une tour des juges en aluminium cristallise les inquiétudes. C'est pas une tour qu'on emmène, c'est comme la tour Eiffel là, on est là. En octobre, le collectif Mata Araia Teahupo organise une marche contre cette tour, avec le soutien des surfeurs à l'étranger. Et la solution d'une structure allégée un mois plus tard ne parvient pas à calmer les esprits. Il faudra attendre le 11 décembre et la réunion de la dernière chance pour convaincre les derniers récalcitrants. On a démontré ce soir, visuel à l'appui, que cette nouvelle tour révisée grâce aux exigences des associations, elle fait la même surface, le même volume en tout, la même hauteur, le même poids que la tour en bois. Mais malgré cette avancée, la polémique s'invite à Taraoy. De la tour infernale, que dis-je, la tour maudite. Avons-nous le droit de souiller les entrailles de notre Fénois pour quelques pièces et quelques jours de faste, hypothéquant l'avenir de nos enfants? Il faudra que le président du parti indépendantiste siffle la fin de la récré. Je voudrais dire en ce moment que la polémique n'a plus sa place dans le débat que nous avons à organiser. Les Jeux, c'est dans 6 mois. Elle aura été le visage du comité olympique en Polynésie. Barbara Martins-Niue sur notre plateau. Bonsoir. Bonsoir. Alors avec du recul, quel bilan tirez-vous de ces Jeux à Tahiti malgré les polémiques et les difficultés qui se sont présentées à vous? Un bilan ultra positif, évidemment, à la fois sportivement, avec la victoire de Kaoli et la victoire de Johan, à la fois en termes d'organisation, on a pu attendre les bonnes vagues au bon moment, à la fois en termes d'héritage, qu'il soit immatériel et matériel. Je pense que c'est un 100% de réussite et tous les échos qu'on a eus de la métropole et du monde entier nous l'ont rappelé et continuent de nous le rappeler tous les jours. Teahupo'o a été mis sur le devant de la scène avec la promesse de retombées économiques pour la Polynésie française. Pari tenu? Pari tenu, 100%, des retombées économiques directes pour les habitants de Teahupo'o, pour les habitants de Terapu Ouest, et des retombées économiques indirectes pour les entreprises locales et pour les salariés locaux. Est-ce que c'était possible de faire quelque chose de plus inclusif, d'inclure davantage la population? Alors la population, elle a été effectivement au début, on ne savait pas très bien à quoi s'attendre, à la fois en termes de fréquentation terrestre et maritime. Donc le premier jour de compétition a été plutôt, entre guillemets, bien maîtrisé, peut-être un peu trop par rapport au flux. On s'est adapté dès le soir même. On avait, en sein de nos réunions entre le pays, le Haut-Commissariat et Paris 2024, on s'est réunis et dès le lendemain matin, on a assoupli l'ensemble des dispositifs pour permettre à la population de rentrer un peu plus avec ou sans billet et d'être un peu plus inclusif. Donc ça a été fait en conduite très très rapidement dès la fin du premier jour. Alors, très prisé, notamment à Teahupo'o, il y avait plusieurs fan zones organisées. L'afflux de visiteurs était-il à la hauteur de vos espérances? Alors, l'afflux, il faut savoir qu'il n'y a jamais eu de visiteurs et jamais eu de fan zone à Teahupo'o. Donc, c'était une première. Il faut se baser sur 20 ans de WSL sans afflux de visiteurs. Donc, pour la première fois, il y avait un écran géant. Pour la première fois, il y avait des animations, des stands, des concerts. Donc, tout ça, c'était vraiment une première fois. Et comme toutes les premières fois, eh ben, c'est pareil. On se règle, on ajuste nos dispositifs. Donc on a eu en moyenne une fréquentation jour de 600 personnes jour, ce qui était l'objectif. Mais bien sûr, 600 personnes étalées tout au long de la journée. D'où les premiers jours, cette impression plus ou moins de vide. Et puis évidemment, plus on allait dans la compétition, plus la présence des Français était renforcée et plus la fan zone se remplissait. Et on a eu une fan zone qui était pleine à craquer pour les demi-finales et les finales. Et on a pu ouvrir la fan zone et laisser tous les spectateurs de la fan zone plus tous les résidents accéder à la pointe Whare Maora pour assister en direct à la cérémonie de remise des médailles. Alors, vous en parliez un peu plus tôt, mais il a fallu s'adapter à la météo. Est-ce que vous avez eu chaud pendant la waiting period? Alors, on n'a pas eu chaud pendant la waiting period au sens où on a des prévisions qui nous permettent d'avoir une bonne visibilité. Donc, on n'a pas eu chaud au sens où, de toute manière, on avait prévu cette waiting period sur une compétition qui pouvait s'étendre sur 10 jours. Donc, financièrement, tout était déjà anticipé pour, à part l'hélicoptère sur le dernier jour qui n'avait pas été anticipé et qui a nécessité un achat supplémentaire. Mais globalement, on n'a pas eu chaud. On a tellement tous travaillé pour faire en sorte de renvoyer les meilleures images et pour faire en sorte de donner le meilleur
spectacle, à la fois en termes de surf et la meilleure image de la Polynésie française, qu'on voulait s'assurer de le faire dans les meilleures conditions. Donc on a attendu, on a beaucoup discuté, on a beaucoup échangé, mais on était tous d'accord sur le fait qu'il fallait garantir la meilleure image et les meilleures conditions pour nos sportifs. Et effectivement, ça aboutit à de très belles images et un très beau spectacle. Ces JO ne laisseront pas que des souvenirs aux Fénois, mais également des infrastructures. Que vont-elles devenir ? Ces infrastructures, en fait, il y en a plusieurs. Il y a toutes les infrastructures pérennes qui ont été mises en place par le pays. Donc, typiquement, effectivement, la passerelle piétonne de Te Aupo qui va rester, la rénovation de la marina de Te Aupo. Il faut aussi souligner l'arrivée de la fibre professionnelle sur Te Aupo qui, derrière, va pouvoir se transformer en fibre dans les maisons et chez les habitants. Il y a aussi toute la potabilité de l'eau qui est arrivée jusqu'au domaine rose. Donc, tout ça, c'est de l'héritage qui est tangible et qui améliore la qualité de vie des habitants et des riverains. Et puis, il y a tout l'intangible aussi qui est présent. L'intangible, c'est qu'aujourd'hui, je ne connais pas un athlète, un accrédité étranger qui ne soit pas reparti en étant persuadé, parce que effectivement, c'est les messages qu'on a passés, que le Tahiti et la Polynésie française étaient le berceau du surf. Et chaque accrédité, chaque étranger est reparti aussi en se disant que la Polynésie avait démontré sa capacité à organiser peut-être l'événement le plus complexe au monde. Et quand on sait organiser l'événement le plus complexe au monde, on peut prétendre demain à organiser de grands événements internationaux, qu'ils soient sportifs, qu'ils soient culturels ou que ce soit des congrès internationaux. Donc je pense qu'on a placé la Polynésie aujourd'hui sur une échelle, et la Polynésie s'est placée toute seule aujourd'hui sur une échelle d'un territoire pouvant accueillir de très très grands événements. Et pour finir, nos athlètes français, mais aussi tahitiens, ont brillé pendant ces épreuves de surf. Mention spéciale aux médailles d'or, Kaoli Vast. Pour Kaoli, cette victoire peut lui ouvrir quelle porte ? Alors cette victoire va évidemment lui ouvrir la reconnaissance, si toutefois il en avait besoin, mais effectivement au niveau sportif, va lui ouvrir beaucoup de nouvelles portes. Elle va aussi lui ouvrir les portes en termes marketing, avec une attractivité plus forte des sponsors à l'égard de son image, etc. Donc il est jeune, il est plein de talent, il nous a gâtés. Ça a été pour l'ensemble des équipes sur site et pour l'ensemble des partenaires qui ont travaillé, que ce soit le pays, que ce soit bien sûr le Haut-Commissariat, les communes et nos partenaires privés. Il nous a fait un grand plaisir, et les 2 médailles aujourd'hui, que sont les 2 médailles françaises en surf, que sont celles de Kaoli et celles de Johan, mettent aussi en lumière aujourd'hui les territoires ultramarins, puisqu'on a la Polynésie française d'un côté et la Réunion de l'autre. Donc c'est un pari 100% gagné, et ça a été pour nous la cerise sur le gâteau. Et on félicite d'ailleurs nos 4 athlètes français qui ont participé à ces épreuves de surf. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir, Barbara Martins-Nio. Et c'est sur cette interview que l'on clôture cette page spéciale JO 2024. Du changement à la tête des forces armées de Polynésie française. Il a exercé le commandement du porte-avions Charles de Gaulle de 2019 à 2021. Guillaume Pinget est le nouveau commandant des forces armées de Polynésie française. Il a pris ses fonctions ce matin lors d'une cérémonie de passation. Le Lyonnais, père de 5 enfants, a commencé sa carrière dans le Pacifique. Il succède aujourd'hui au contre-amiral Geoffrey Dandigné et il compte s'atteler au renforcement de l'armée au Fénois comme le prévoit la loi de programmation militaire. On écoute le contre-amiral Guillaume Pinget, il est interrogé par Laure Philibert. La loi de programmation militaire a décidé de faire un effort en faveur des Outre-mer. Vous avez vu effectivement l'arrivée du TRIO ici au printemps. Et puis effectivement on attend son sister ship qui devrait arriver un peu plus tard pendant mon commandement. Et puis des avions, aussi des nouveaux avions de surveillance maritime qui devraient également arriver. Vous avez évoqué les travaux au GAM effectivement. Donc la force se renforce pour être plus efficace au service de la protection des intérêts de la Polynésie. C'est vraiment notre cœur d'action ici, notre cœur de métier, la base de notre métier, d'être au rendez-vous de ces enjeux de protection de la Polynésie. Du nouveau également dans la desserte maritime des Rarumat-Ei. Avec une capacité de fret de 2000 tonnes, le Vaitere 2 a entamé ce matin sa première rotation vers les îles sous le vent. Le navire, arrivé mi-juillet à Tahiti, partira tous les lundis et mercredis au départ de Papeete. Il est l'un des 4 navires qui assurent les transports de marchandises dans l'archipel.
Je vous propose maintenant un portrait, celui de Tayanoui Goubré, un spécialiste du detailing, le nettoyage et la remise à neuf de véhicules. Ce Polynésien a été sélectionné parmi les meilleurs de la profession pour participer aux États-Unis à la restauration de Air Force One de 1959, mais pas que. Thomas Chabrol et Mérité Atto l'ont rencontré. Les carrosseries des voitures retrouvent entre ses mains leur éclat d'origine. À 38 ans, Tayanoui est un autodidacte devenu spécialiste du detailing. Avec divers produits, il magnifie le travail du peintre automobile. On a la partie peinture, rénovation, lorsque l'on a un choc et tout, on va vraiment travailler sur la tôle et ensuite repeindre l'élément ou le véhicule en entier. Nous, en fait, on va arriver après. Des ailes des voitures aux ailes des avions, le Polynésien ajoute une ligne à son CV. Pour la première fois, un Tahitien a été sélectionné pour faire partie de l'équipe de 35 experts chargés de redonner tout leur cachet à 6 avions d'un musée privé. Tayanoui a intégré depuis 4 ans une équipe internationale d'experts en detailing aux États-Unis. Au mois de juillet, il est intervenu notamment sur l'avion présidentiel l'Air Force One de 1959. Nous étions 5 équipes, dont une équipe de finition. Donc en fait, pour que tout le monde puisse travailler, on avait chacun sur le même avion, on avait chacun des endroits en fait. On avait 6 avions tout à faire. Donc en une semaine, ça fait très court. Il y a du lavage et de la protection sur des parties, sur les avions peints, comme le Concorde ou le 747. On est obligé d'être vraiment doux avec, donc on va les nettoyer et les protéger. Ensuite, par contre, sur l'aluminium, non, là, il y a eu réellement un gros travail de polissage. On a passé quelques heures à les polir avant de pouvoir les protéger, quoi. Cette équipe, la Detail Mafia, réunit pas moins de 200 professionnels de la cosmétique automobile. À force de travail et de rigueur, son professionnalisme est aujourd'hui reconnu par ses pairs. Pendant une semaine, Tayanoui a travaillé sur le fuselage d'appareils mythiques comme un Concorde ou encore un B-29 de la Seconde Guerre mondiale. Le cockpit en fait du B-29, c'est ce qui a inspiré George Lucas pour le Falcon Millennium. Quand on entre dans ces appareils et que derrière il y a des anecdotes de guerre, pas très joyeuses malheureusement, mais qui nous rappellent combien en fait, la liberté que l'on a aujourd'hui, on le leur doit. De retour au Fénois, avec des anecdotes et des souvenirs plein la tête, ce passionné des belles carrosseries continue à se former avec son équipe des États-Unis. Il espère être sélectionné à nouveau l'an prochain pour réitérer l'expérience. Il n'y a pas qu'aux Jeux Olympiques que nos athlètes font briller la Polynésie. C'est un nom que les aficionados de force athlétique connaissent bien au Fénois. Tario Tereharua conserve son titre de champion d'Europe de développé couché des masters de plus de 120 kg. Le vétéran de Bora Bora a fait une nouvelle démonstration de sa force dans la capitale turque d'Istanbul grâce à une barre de 235 kg, soit la même qui lui a permis de devenir vice-champion de la discipline en mai dernier. On écoute sa réaction depuis la Turquie. Ça s'est joué à 5 points près. C'est des heures d'entraînement et il faut avoir aussi une vie familiale qui s'adapte avec, quoi. Cette victoire a été dédiée à ma petite famille et à Bora Bora et à la Polynésie. Voilà. Voilà, un nouveau titre pour notre vice-champion du monde de la discipline. Un bel exploit pour clôturer ce journal. Merci de votre fidélité. À suivre dans quelques instants, notre rédaction vous propose un focus sur le fléau grandissant de l'ice au Fénois. Un phénomène qui n'a pas manqué de toucher la perle du Pacifique, Bora Bora. Mais avant, je vous laisse profiter de cette rare rencontre avec un rorqual au large de Moorea, la 3e plus grande espèce de baleine au monde. Une très belle soirée à tous et à demain sur TNTV.